débuter. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, celle des organismes de sécurité sociale et forces ouvrières du département du Rhône, qui a souhaité aujourd'hui organiser une conférence sur le thème de la sécurité sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de mieux la comprendre pour pouvoir mieux la défendre. Aujourd'hui, on va avoir plusieurs intervenants qui vont venir ici vous présenter leur métier pour les différentes branches, les différents risques du régime général de la sécurité sociale. Et nous allons aussi accueillir Philippe Pillet qui va venir nous parler de la complémentaire obligatoire retraite, Laurent Weber, secrétaire général de la section fédérale des organismes sociaux, donc national, et Xavier Boiston, à qui je vais passer tout de suite la parole, le secrétaire général de l'Union départementale du Rhône, qui nous accueille aujourd'hui et qu'on remercie infiniment. Merci surtout à vous, et puis bienvenue à l'Union départementale. Bon, alors la sécurité sociale, c'est pas vraiment mon domaine. Hein. Je connais quand j'ai besoin de me faire rembourser des soins. Mais pour le coup, je me souviens très bien de mes premiers stages FO, mes stages découvertes. Et notamment, j'ai appris que la sécurité sociale, qui est aujourd'hui une institution qui a 77 ans, est issue du Conseil national de la résistance. Alors j'ai trouvé dans un document de la Confédération que j'ai trouvé très chouette, qui rappelle son attachement indéfectible aux ordonnances de 45 instituant la sécurité sociale, y compris en ce qu'elles affirment le rôle des complémentaires. Les principes fondateurs de notre modèle social doivent demeurer l'égalité et la solidarité pour assurer l'universalité des bénéficiaires et garantir l'accessibilité aux soins face aux inégalités de couverture et de reste à charge. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la défense de la sécurité sociale, c'est la défense de toute l'organisation. Et si Force ouvrière a participé à créer la sécurité sociale issue du programme du Conseil national de la résistance, elle a eu raison de refuser de participer au Conseil national de la refondation dernièrement, qui ne vise à rien d'autre que d'utiliser les organisations syndicales pour accompagner toutes les remises en cause. Alors, il y a, en préparant, parce que quand j'ai su que je devais intervenir sur cette question, ce n'était pas forcément très évident après une journée chargée, donc j'ai quand même gribouillé quelques mots à dire. Sur le paritarisme de gestion, effectivement, on voit que c'est pas une connerie. Et par rapport à l'étatisation, quand on voit les résultats de la JCARCO, de la retraite complémentaire qui est gérée paritairement, et quand on voit les augmentations, les revalorisations qui ont pu être faites aux pensionnés, qui sont sans gréver les budgets de manière impossible et qui sont supérieures à ce qu'a pu faire la fonction publique et l'État dans son ensemble. Alors je disais que la défense de la sécurité sociale, c'est la défense de l'interpro et de tous. Par contre, la défense, et ça, vous pouvez savoir que l'ensemble des secteurs de l'Union départementale ont toujours répondu présent pour la défense des retraites, pour la défense de la sécurité sociale. Bon là, c'est une période un peu particulière, hein, c'est les élections de la fonction publique, donc les copains sont ultra mobilisés, pratiquement 24 heures sur 24 pour voter, parce que c'est un véritable enjeu. Mais la défense des salariés de la sécurité sociale, des organismes sociaux, là pour le coup, c'est pas le rôle de l'interpro, mais c'est le coup des syndicats, forces ouvrières à l'intérieur des organismes sociaux, et pour des conditions de travail dépendent notre capacité à revendiquer, notre capacité à mobiliser. Et c'est vrai que dans le département, avec plaisir, on revoit naître Force ouvrière à l'URSSAF. On a une section à la CAF qui est très importante. Donc, grâce en s'appuyant sur ce qui est fait ici ou là, je pense qu'on a la possibilité de développer Force ouvrière dans les organismes sociaux du Rhône et
et pouvoir à la fois défendre les salariés au plus près de leurs conditions de travail d'un côté, et de l'autre côté, compter sur l'Interpro pour défendre l'institution par elle-même. Voilà. Merci Xavier, merci beaucoup. Alors comme vous voyez à l'écran, on a aussi des personnes qui sont en visio, qui vont avoir exactement le même visuel. On a les 4 principales branches, je dirais, de la sécurité sociale, du régime général. Et donc nous allons débuter, alors pas dans cet même ordre, nous allons débuter tout de suite par la branche qui apporte l'argent, on va dire ça comme ça. C'est la branche recouvrement, ce sont les URSSAF. Et pour nous en parler, c'est Sidney Pérez et Gabriel Touton, qui sont tous deux inspecteurs du recouvrement et qui vont pouvoir venir nous parler ici de la branche recouvrement. Je leur laisse la parole. Merci Nicolas. C'est bon? Ok. Donc l'URSSAF, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme vous le savez. Donc, je vais vous faire une petite présentation un peu historique, d'abord pour rappeler un peu d'où ça vient. Comme tous les autres organismes de sécu, Nicolas vous l'a bien précisé, nous sommes un organisme de droit privé qui réalise une mission de service public. Pour autant, nous ne sommes pas fonctionnaires, certains l'ignorent, mais nous sommes des salariés de droit privé à la sécurité sociale et notamment à l'URSSAF. Donc historiquement, c'est l'ordonnance du 21 août 1967 qui prévoit donc la création de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'ACOS, qui a été renommée récemment URSSAF Caisse nationale. Donc en fait, elle est chargée de la gestion commune de la trésorerie pour alimenter la caisse d'allocation familiale, la CEPAM, etc. Donc aujourd'hui, il faut savoir que c'est fait quasiment en temps réel, c'est-à-dire que les cotisations encaissées le matin sont directement reversées dans la même journée. Parce qu'il y a des enjeux évidemment de trésorerie très importants pour éviter d'emprunter trop d'argent, j'ai envie de dire, sur les marchés financiers. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, d'autant plus. Donc nous avons 3 missions principales et je passe la parole à mon collègue Gabriel. Merci. Donc les 3 missions principales de la sécurité de l'URSSAF, effectivement, sont principalement la première, assurer donc le financement de la protection sociale. Donc, assurer effectivement le financement de la protection sociale, donc avec des missions grandissantes encore en cours. Donc on a récemment l'OETH et effectivement la taxe d'apprentissage qui ont été rajoutées en 2022. On a la retraite complémentaire qui se profile à l'horizon 2023 et qui maintenant est reportée à 2024 selon la volonté gouvernementale. On a une deuxième mission importante qui est effectivement d'accompagner tous les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Et enfin une dernière mission, et non des moindres, qui est celle de garantir effectivement les droits sociaux et l'équité de traitement entre les différents acteurs économiques. Donc en ce qui concerne le financement de la sécurité sociale, donc comme l'a rappelé Sidney, l'argent récolté par le réseau des URSSAF, au niveau des cotisations salariales et patronales, est reversé de manière quasi instantanée aux différents bénéficiaires, près de 900 organismes. Donc, principalement les branches de la sécurité sociale, donc effectivement maladie, retraite, mais pas que, puisque nous collectons également pour des organisations comme les transports en commun, comme la TCL pour la région lyonnaise ou TAC pour la région grenobloise, via le versement mobilité, mais également pour d'autres organismes comme l'aide au logement via le Fonds national, les cotisations pour le Fonds national d'aide au logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau des URSSAF au niveau national, donc toutes les URSSAF confondues, récupère à peu près 600 milliards d'euros de cotisations, effectivement, tant salariales que patronales, chiffre de 2021. Sachant que sur ces 600 milliards au niveau national, il y en a 41 milliards pour la seule URSSAF de la région Rhône-Alpes, ce qui représente à peu près 7% du total national, ce qui montre le poids économique effectivement de la région au niveau du réseau des URSSAF. Autre chose à savoir effectivement concernant l'URSSAF et la sécurité sociale, c'est les coûts de gestion extrêmement faibles que nous avons effectivement chez nous, qui sont de l'ordre de 3%, qui sont à rapprocher effectivement des coûts de gestion qu'on peut avoir dans les mutuelles et assurances privées, qui sont de l'ordre de 17%. Donc si les coûts sont aussi faibles chez nous, c'est principalement pour l'extrême indigence de nos salaires, qui représente près de 60% effectivement de ce coût, le reste étant assuré par les dépenses classiques, comme les bâtiments, la logistique et autres. Voilà.
Donc deuxième mission très importante aussi, accompagner les entreprises. Donc effectivement, oui, une des grandes missions de l'URSSAF, c'est l'accompagnement des entreprises au quotidien, pas seulement le recouvrement. Donc on est là pour informer les entreprises sur les démarches et les obligations sociales qu'elles peuvent avoir effectivement lorsqu'elles embauchent des salariés par exemple. Donc on a une information qui est fiable, actualisée et accessible. On a des sites internet très bien faits. En tant qu'inspecteur, on s'en sert même pour aller chercher les mises à jour de législation, c'est dire. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. ursaf.fr, ursaf.org maintenant aussi. On a des assistants vocaux, des guides simulateurs, des webinaires. On donne on a des questions-réponses qui sont transmises effectivement aux employeurs. Et récemment, nous avons eu la mise en ligne du bulletin officiel de la sécurité sociale, le BOSS, qui est un peu l'équivalent en fait, de la doctrine fiscale qui existe déjà chez les impôts. Donc ensuite, notre deuxième mission dans l'accompagnement, c'est simplifier les démarches. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu les services de l'URSSAF, mais notamment un assez connu, les chèques CESU, le chèque d'emploi service universel, quand vous employez par exemple du personnel à domicile, c'est une possibilité en fait de déclarer des salariés, c'est très important de déclarer ses salariés, mais en se prenant pas trop la tête entre guillemets, en créant un compte employeur, faisant un bulletin de salaire, etc. Le fait d'acheter un chèque CESU et de le remettre à votre salarié, automatiquement, il va être déclaré et ça va compter pour sa retraite, etc., pour ouvrir des droits sociaux. Donc on a aussi le dispositif de page emploi, qui est très connu pour les parents. Si vous avez embauché une nounou, ça m'est arrivé récemment, donc voilà, j'ai trouvé ça très, très sympa et c'est vraiment des outils que l'URSSAF met à disposition justement pour simplifier les démarches. On est aussi là pour conseiller, donc nous en tant qu'inspecteurs, c'est aussi notre rôle, on n'est pas là que pour faire de la répression, on conseille des entreprises, on fait des rendez-vous conseils maintenant, des visites conseils. Donc l'entreprise qui demande par exemple une visite conseil, on envoie un inspecteur, il lui fait une sorte de simulation de contrôle pour lui dire effectivement est-ce qu'elle est en règle ou pas par rapport à la législation. Et enfin, on est aussi là pour soutenir les entreprises en difficulté, ô combien on a pu le voir pendant cette période du Covid, qui j'espère est derrière nous, notamment avec des aides, des exonérations, on a été extrêmement sollicités. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut se féliciter que le réseau des URSSAF a bien réagi pendant cette période compliquée pour tout le monde. Et on a pu effectivement accompagner les entreprises, notamment avec le chômage partiel, le fait de comment déclarer le chômage partiel, les exonérations de cotisations, énormément d'exonérations de cotisations, je le vois en tant qu'inspecteur quand on contrôle les sociétés, surtout dans les secteurs très attaqués comme la restauration. Donc nous sommes là aussi pour garantir les droits sociaux et l'équité. Donc ça c'est très important, c'est notre mission aussi à l'URSSAF. Donc on est là pour sécuriser et aussi contrôler. Donc ça va de pair. En fait, quand on contrôle une société, on est aussi en train de sécuriser sa pratique. Parce que souvent, nous les employeurs, ils nous disent « Ah, mais là, je ne sais pas comment vous interprétez. » Donc le fait de faire un contrôle, on vient sécuriser l'employeur, on lui garantit que donc, sa démarche a été validée ou au contraire refusée, notamment par le biais d'un redressement. Et effectivement, ça c'est super important parce qu'on le fait aussi avant le contrôle, par le biais, effectivement, on a une plateforme téléphonique, les employeurs peuvent poser des questions avant et même pendant leur déclaration. Et donc tout ça nous permet de préserver le financement de la sécurité sociale et d'assurer une juste concurrence, ce qui est super important puisque si le voisin ne respecte pas les règles, on est là pour aller vérifier justement que les prix sont corrects et qu'il y a une juste concurrence qui fait que tout le monde applique correctement et à égalité la législation sociale en France. Donc, on va terminer par les difficultés rencontrées dans nos missions. Donc, tout d'abord, on a des problèmes, ça c'est général à toutes les branches de sécurité sociale, je pense, c'est les ressources humaines. Donc effectivement, il y a un manque d'effectifs dans plusieurs services, ça c'est malheureux à déplorer. Et malgré maintenant, ce qui est récent, malgré des offres d'emploi disponibles. Avant, c'est vrai qu'on pouvait demander des créations de postes. Aujourd'hui, les créations de postes sont là, mais les gens ne répondent pas aux offres d'emploi. On a beaucoup de problèmes de recrutement. Faible attractivité, donc au vu évidemment des bas salaires. Et voilà, on vient d'avoir 3,5%, mais après 12 ans où le point n'a pas bougé, et ça c'est un grand frein pour nous. Suite aux restructurations en cours, il est aussi demandé au personnel de nouvelles missions regroupées. On a des fusions de services, tout ça pour faire des économies, sans penser forcément à l'impact que ça a sur le mental des salariés, sur la charge mentale, effectivement, des salariés qui ont l'habitude de faire un travail pendant des années. Et on essaie de tout chambouler en l'espace de 1 ou 2 ans, ce qui est quand même compliqué aussi pour nous. Il y a la complexité grandissante sans formation suffisante. Aujourd'hui, nous, à l'URSSAF,
j'ai envie de dire, le nom de l'URSSAF, on va peut-être rajouter des lettres bientôt, parce que comme l'a dit mon collègue, on recouvre la taxe des handicapés, le OTH, on a la taxe d'apprentissage, on a peut-être, en tout cas on n'espère pas chez Force Ouvrière, le recouvrement de la GERCARCO, peut-être bientôt les impôts, qui sait, puisque c'est sur bulletin de paye avec le prélèvement à la source. Aujourd'hui c'est très très difficile de couvrir tous ces champs de compétences, et en plus sans contrepartie forcément financière pour pouvoir motiver les salariés à le faire. Et on a aussi évidemment dans nos métiers, c'est vrai qu'on récupère de l'argent, donc forcément les gens ne sont pas toujours réceptifs et joviaux quand on leur dit qu'il faut payer des cotisations sociales, bien qu'on leur explique qu'effectivement ces cotisations servent à quelque chose. Donc j'ai une pensée à notre collègue la DGFiP qui a été terriblement assassiné cette semaine, on l'a vu dans les informations. Donc ça nous arrive aussi, en 2004, on a eu des inspecteurs qui ont été tués, notamment à la MSA. Donc c'est vrai que c'est pas un métier tous les jours facile, et ça fait partie aussi donc, des grandes difficultés qu'on rencontre. Je voudrais juste finir par une petite anecdote qui m'arrive en contrôle pour mettre quand même une note positive à l'aspect quand même difficile de la relation avec le cotisant. C'est que quand je suis arrivé en contrôle, il y a un employeur, il m'a très très bien reçu. Il m'a dit, écoutez, M. Pérez, asseyez-vous, je vais vous expliquer, voilà, je sors d'un cancer. Ça fait, j'ai fait 12 mois de chimiothérapie et j'ai vu au combien c'était important de payer des cotisations sociales parce que je n'ai pas déboursé un seul euro et j'étais extrêmement bien soigné et gratuitement grâce à la sécurité sociale. Donc il m'a dit, aujourd'hui je comprends mieux votre métier, je comprends tout à fait ce que vous faites et le fait de récupérer des cotisations, effectivement, je le comprends tout à fait. Et c'est vrai que le contrôle s'est super bien passé. Voilà, quand on a des témoignages comme ça nous renforce. Nous, on le sait, on travaille à la Sécu, comme on vous l'a dit, c'est pas pour l'argent, c'est pour défendre des valeurs, à l'URSSAF aussi. Et donc voilà, on espère que effectivement les gens prendront conscience de cette importance. Merci. Merci Sidney, merci Gabriel. On a vu le recouvrement. Sidney nous parlait de la maladie, effectivement, des cotisations sociales et notamment maladie. Et pour nous parler aujourd'hui de la branche maladie, une des plus importantes, je dirais, à travers la période Covid que nous avons tous subie, malheureusement, sans l'assurance maladie, tout aurait été différent. Ça, on en est persuadé. Malheureusement, aux yeux du grand public, dans les médias, par les paroles de nos politiques, ce n'est pas malheureusement ce qu'il ressort. Et donc c'est Marina Pesana qui va nous présenter la branche maladie. Bonsoir tout le monde. Donc je vais vous présenter aujourd'hui donc la branche maladie, donc la CEPAM, qui sont les caisses primaires d'assurance maladie. Donc un petit peu d'histoire pour commencer. Donc un petit peu d'histoire pour commencer. Donc la première sécu, je ne sais pas si vous savez, a vu le jour sous le règne de Louis XIV, avec le contrôleur général de ses finances, Jean-Baptiste Colbert, qui avait mis en place ce système pour que les soldats du roi puissent être, quand ils étaient blessés, être soignés. Et pour eux, on a pu créer l'hôtel des Invalides. Donc là, c'était juste un petit point d'histoire. Voilà. Donc là, on revient un peu à la CEPAM contemporaine, qui fut créée après les 2 dernières guerres mondiales, avec les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945. Donc ces ordonnances ont pour but de créer une organisation de la sécurité sociale en fusionnant toutes les anciennes assurances, donc qui recoupent beaucoup d'autres caisses d'organismes qui étaient les ancêtres de la sécurité sociale. Donc afin de garantir, bien sûr, à chacun qu'en toutes circonstances, il dispose de moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dans des conditions décentes. Donc je vais vous présenter un petit peu nos missions. Donc la première est de garantir l'accès universel aux droits et permettre l'accès aux soins. C'est un droit fondamental accordé à toute personne de pouvoir se soigner. Donc plusieurs dispositifs ont été mis en place, notamment la PUMA, ce qu'on appelle la PUMA, qui permet aux personnes qui ne cotisent pas, donc les personnes soit sans travail, soit au chômage, qui n'ont pas de cotisation sur leur salaire, de pouvoir quand même être assurées et pouvoir se soigner.
Donc le deuxième, une de nos autres missions est de pouvoir accompagner chacun dans la préservation de sa santé. Donc avec beaucoup d'actions de prévention, notamment dans des dépistages que tout le monde connaît. Tout le monde a reçu un jour un petit papier des CEPAM, de l'assurance maladie, pour l'inviter à faire les dépistages. Pour les enfants, il y a les MT-Dents. Il y a aussi ce qu'on appelle un service qui s'appelle la MAS, qui est pour le renoncement de soins. Donc les personnes qui renoncent à faire leurs soins pour X raisons, on va aller essayer de les chercher, de les repêcher aussi pour pouvoir du coup se soigner. Et donc un troisième point, c'est améliorer l'efficacité du système de santé. Donc notamment avec ce que vous avez pu tous connaître, le parcours de soins. Donc avec la création du système du médecin traitant, avec des applicatifs comme Mon Espace Santé qui peuvent vous aider, vous faciliter au quotidien. Les sites internet comme amélie.fr où tout un chacun peut retrouver toutes les informations, que ce soit sur les remboursements, des indemnités journalières, enfin voilà, toutes les informations sont disponibles. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant du fonctionnement. Donc on est, comme tous les organismes de la sécurité sociale, privés, mais qui gérons des budgets d'État. Donc ce qui est important à savoir, c'est que donc, le 13 août 2004 est votée une importante loi de réforme de l'assurance maladie. Donc l'objectif était de soigner mieux en dépensant mieux. L'objectif, on reste bien sur l'objectif. Plus globalement, la réforme de 2004 a élargi un petit peu l'intervention des CEPAM, qui notamment a pu être associée à la définition de la politique hospitalière, à la politique du médicament, des soins de ville, avec un objectif, gérer de manière cohérente les biens et services de soins, les relations avec les professionnels de santé ou encore le partage de données de santé. Alors, au niveau du fonctionnement, donc le financement de la branche maladie. Donc, pour la prise en charge des frais de santé, des accès aux soins, des préventions, des régularisations, le financement de l'assurance maladie, ça représente à peu près 165 milliards de prestations maladie versées au titre du régime général. Donc, comment ces indemnités peuvent être financées. Donc, vous verrez, il y a une grande partie, deux grandes sources de financement. Donc, une grande partie, c'est les cotisations patronales et salariales, qui représentent la plus grande partie, en fait, de ce financement. Il y a les impôts aussi, une partie des impôts, et une toute petite partie autre qui sont notamment les taxes qui sont prises sur le tabac, sur l'alcool, qui rentrent aussi dans le financement de l'assurance maladie. Donc, il existe aussi une démarche partenariale au niveau des CEPAM, notamment avec les établissements de santé et médico-sociaux, comme des centres de santé dentaire. Donc la CEPAM a des centres de santé dentaire qui permet aux personnes d'avoir des soins en ayant un tiers payant et des soins qui soient avec des coûts maîtrisés, qui évitent les dépassements d'honoraires, voilà ce que tout un chacun a pu connaître avec un dentiste qui sale un petit peu trop la note. Donc on a quand même pas mal de partenariats. La carte vitale aussi, la création de la carte vitale, qui facilite aussi le remboursement et tout ce qui est traitement d'informations. Les entreprises aussi, avec l'utilisation de net entreprise, ça c'est quand pour le cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, où les démarches sont dématérialisées et on accompagne les entreprises dans les déclarations de salaire. Les enseignements d'établissements supérieurs aussi, avec des accords, avec des diplômes qui ont été créés, notamment un BTS, SP3S, c'est le BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux, qui a été créé pour répondre aux demandes de la sécurité sociale, donc orienté voilà, sur les services et toutes les branches de la sécurité sociale. Donc avec des collectivités locales aussi, avec les mises en place de France Service, avec des organisations et institutions publiques, par exemple avec les métropoles, avec tous les organismes
sur lesquels on peut intervenir, des associations et des fondations, pareil avec les maisons de la métropole et des solidarités, où il y a des fois des partenariats, des interventions, où des agents peuvent intervenir pour expliquer les parcours de soins, pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des droits. Les assurés, la société civile, donc les assurés au quotidien, vous, moi, tout le monde en fait, a un jour affaire à la CEPAM, enfin souvent affaire à la CEPAM tout au long de notre vie. Les financements de centres de vaccination, enfin voilà, il y a tous les jours dans notre vie en fait on a quelque part affaire à la CEPAM. Les organismes de recherche aussi, puisqu'il y a un financement qui va au fond pour l'innovation du système de santé et des financements de recherche génériques et certaines maladies, donc dans les maladies par exemple orphelines, des choses comme ça, il y a toujours une intervention quelque part, un financement de la CEPAM. Et bien sûr avec les professionnels de santé avec lesquels on est tout le temps en contact, puisque quand il y a des lettres au réseau, quand il y a des applications du gouvernement, effectivement, on doit travailler main dans la main pour pouvoir les mettre en application. Donc, là, je vais vous parler un petit peu des prestations de l'assurance maladie. On en a, la liste n'est pas exhaustive puisqu'on en a beaucoup. Donc, la principale, c'est quand même un dispositif d'accès aux droits et aux soins. Donc, en fonction de la situation de chaque personne, quelle que soit sa situation, elle a une garantie d'être assurée et de pouvoir accéder aux soins fondamentaux, en fait, de se faire soigner. Et il existe aussi des dispositifs particuliers, comme par exemple des aides à la mutuelle, qui est soit gratuite, soit participative, selon les revenus. Il y a aussi le reste à charge zéro qui a été mis en place, donc qui permet quand même l'accès aux soins de personnes qui ne pouvaient des fois pas avancer les frais, et qui leur permet en fait de pouvoir se soigner sans avoir à avancer les frais, notamment avec la complémentaire santé. Ensuite, au niveau des frais de santé, donc on rembourse effectivement, ça concerne les remboursements de médicaments, de lunettes, les hospitalisations, le transport en fait, les consultations, la mise en place, donc comme je vous disais, du médecin traitant, ça permet et également de maîtriser un petit peu les parcours de soins et d'éviter les dérives. Ce qui arrivait souvent, c'est que les personnes pouvaient consulter dans la même journée 3, 4, 5, 6 médecins pour la même chose, et éventuellement de faire des trafics derrière de médicaments et qui engendrait aussi un surcoût pour l'assurance maladie. Alors, les prestations par rapport aux situations de vie, donc qui couvrent si vous êtes malade, donc il y a toujours soit des prestations indemnisées journalières, soit accident du travail. Enfin voilà, on a toujours une protection quoi qu'il en soit. Et aussi, on intervient beaucoup sur, donc comme je vous disais tout à l'heure, les préventions, où c'est important pour éviter aussi les coûts de faire de la prévention. Et on met en place plein de dispositifs dans ce but-là. Et donc, voilà, je vous remercie de votre attention en ce moment. Donc, la branche maladie. La branche maladie, c'est, comme je disais, une des branches les plus importantes du régime général de la sécurité sociale. Il y en a une seconde qui couvre énormément aussi la population, c'est la branche famille. Et pour nous en parler, c'est Mylène Despiers que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la branche famille, donc, les CAF. Donc on va commencer avec un peu d'histoire, donc notamment avec la loi du 11 mars 1932. Donc c'est la généralisation des sursalaires familiaux pour tous les salariés de l'industrie et du commerce ayant au moins 2 enfants. Et de cette généralisation, les employeurs vont être obligés du coup d'adhérer à une caisse compensatoire. Le 12 novembre 1938, c'est un décret-loi qui crée les allocations familiales indépendantes du salaire et des entreprises et va poser un des principes
C'est l'allocation progressive selon la taille de la famille et versée quel que soit le revenu de celle-ci. On retrouve également le 4 et 19 octobre 1945 les ordonnances créant la sécurité sociale. Le 22 août 1946, c'est la création des caisses d'allocation familiale réunies autour de 4 grands thèmes qui sont les allocations familiales versées donc sans condition de ressources à partir du deuxième enfant, l'allocation de salaire unique versée dès le premier enfant, donc c'est après-guerre, donc politique plutôt nataliste, les allocations prénatales et les allocations à maternité. 1er septembre 1948, c'est la création, donc le tout début de l'allocation logement sous condition de ressources, qui on verra par la suite a bien évolué et on en a entendu tous parler. Et 31 juillet 1963, donc là c'est la création de l'allocation d'éducation spéciale donc pour les enfants à destination des enfants handicapés, donc pour leur permettre aux parents surtout de donner à leurs enfants une éducation ou une formation professionnelle appropriée à leur état de santé. Et donc depuis les prestations, j'ai oublié le 22 août 1967, pardon, c'est la séparation des risques, donc là c'est la création de la branche famille et donc de la Caisse nationale d'allocation familiale dont dépendent les CAF. Et depuis, les prestations ont bien évolué, même. Concernant nos missions, donc la branche famille intervient autour de 4 grands domaines qui sont donc la petite enfance, l'enfance et jeunesse, la solidarité et l'insertion et le logement et cadre de vie. Ensuite, nous sommes garants de l'accès aux droits, nous faisons tout pour garantir l'accès aux droits. Nous informons, conseillons et orientons également l'allocataire dans ses différentes démarches. Et encore plus, et surtout, c'est payer et verser le juste droit. Concernant le fonctionnement des CAF, il faut savoir que la branche famille, du coup, est pilotée par la CNAF, donc Caisse nationale d'allocation familiale, que c'est le ministère de la Santé et celui des comptes publics qui assure la tutelle de la CNAF. Donc vous trouvez 101 CAF sur tout le territoire français. Et à savoir également, donc ça a déjà été dit, mais les CAF donc, sont aussi des organismes de droit privé qui assurent une mission de service public. Donc les salariés ne sont ni fonctionnaires ni assimilés. Ça, je pense que ça sera bien su par la suite. Ensuite, les CAF, alors on est régi, mais pas que les CAF, du coup, à une convention d'objectifs et de gestion qui contractualise du coup les relations entre l'État et la CNAF, et celle-ci est revue à peu près tous les 5 ans. Le financement des prestations versées aux bénéficiaires, aux allocataires, en parlant pour la CAF, provient des cotisations payées par les employeurs, de l'impôt et de produits affectés, comme une partie de la CSG. Et à savoir également que pour que tout cela fonctionne, nous sommes en 2021, nous étions 35 200 salariés. On va faire un petit focus aussi sur les prestations, donc on dénombre pas moins de 16 prestations concernant les prestations légales. Donc vous avez tout ce qui est lié de la naissance, l'enfance, donc notamment la prime à la naissance, l'allocation de base, les allocations familiales, donc dès que vous avez 2 enfants à charge au sens des prestations familiales. Complément familial, le complément mode de garde, les congés parentaux dont c'est la plupart, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial également pour les parents séparés pour le recouvrement des pensions alimentaires. Donc un nouveau site en lien avec la CAF, c'est donc l'ARIPA, donc c'est pour le recouvrement. Après, on a tout ce qui est lié au handicap également, donc au handicap de l'enfant, donc l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de l'adulte handicapé également. Aussi l'allocation journalière de présence parentale, du proche aidant, donc ça c'est une toute nouvelle prestation gérée par la CAF. On retrouve l'allocation logement, donc en 3 déclinaisons, tout ce qui est ALS, ALF et APL. Donc ALS pour aide au logement social, ALF aide au logement familial, et APL c'est les aides personnalisées au logement. On fait souvent le raccourci des APL, je perçois les APL, j'ai droit aux APL, mais voilà, il y a 3 types d'aides au logement.
On retrouve également le revenu de solidarité active, la prime pour l'activité, et on a également l'allocation différentielle qui concerne plus particulièrement les frontaliers. Juste petit point aussi, tout ce qui est allocation adultes handicapés et prime pour l'activité, donc c'est financé par l'État. Et le RSA, c'est financé par le département. Mais nous sommes, les CAF sont l'organisme payeur, est l'organisme payeur. Et concernant donc les prestations extralégales, c'est surtout les services de l'action sociale en fait qui sont concernés. Je reviens juste sur la prestation légale. Donc ça, c'est surtout la gestion des droits, c'est le service production. Voilà. Et donc extralégal, donc service de l'action sociale, qui gère notamment donc, les aides aux vacances, les aides au temps libre, donc quand vous avez des enfants à charge. Également le financement des structures comme les établissements d'accueil du jeune enfant, les accueils de loisirs avec ou sans hébergement, mais également les centres sociaux, les relais d'assistants maternels et bien d'autres. Et également les prestations extralégales, c'est aussi en lien avec la politique familiale du département. Donc voilà, les CAF voilà, ont des partenaires, donc le département... pour faire avancer tout ça et puis pour une proposition d'offre aussi aux familles. Le constat, donc, sur une généralité en France, enfin en 2021, à savoir que du coup, il y a un peu plus de 13 millions d'allocataires, dont 33 millions de personnes couvertes et 14 millions d'enfants. Donc pas moins de 16 prestations présentées précédemment pour la partie production, et ce qui représente un peu plus de 95 milliards d'euros versés, de prestations versées. Et pour un petit focus de la région Rhône-Alpes, par exemple pour le Rhône, donc par rapport aux 13 millions d'allocataires, pour le Rhône, vous avez 435 164 allocataires pour un peu plus de 2 milliards de prestations versées. Pour la Haute-Savoie, vous avez un peu plus de 120 000 allocataires, pour 646 millions là, de prestations versées. L'Isère, vous avez 263 000 allocataires. La Savoie, c'est moins, 79 000, tout petit peu plus. Et j'ai l'Ardèche, voilà, par exemple aussi, avec 59 176 allocataires. Depuis 2020 aussi, les CAF ont été fortement mobilisés par la CNAF, notamment pour le versement des aides exceptionnelles de solidarité, donc décidé par l'État, qui a demandé aux CAF de mettre ça en place. Voilà. Et ça concernait surtout donc, les bénéficiaires de minima sociaux et des aides au logement, l'aide personnalisée au logement, et les étudiants également. Donc le constat, on va aussi sur le manque d'effectifs que l'on retrouve également dans les CAF. Donc suite aux suppressions de postes prévues dans les différentes COGE. On a aussi les systèmes d'information en cohabitation incertaine. Donc là, je fais référence à la réforme dite de l'aide au logement, en fait, donc, qui était la réforme des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide au logement. En fait, on cohabitait l'ancien système d'information avec un nouveau système d'information. Donc, ça n'a pas aimé. Et nous non plus, on n'a pas aimé ça. Donc, pareil, des réformes repoussées, mais passées en force. On voit bien, l'aide au logement, ça a été repoussé à plusieurs reprises. Et puis, à un moment donné, fallait la passer, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Voilà. Et aussi voilà, des heures supplémentaires. Alors, il y a au volontariat, mais fortement obligatoire également, et de plus en plus, et tout ça induite du coup par le nombre croissant d'allocataires, le nombre de documents reçus et à traiter, et par ce manque d'effectifs également. Les revendications générales. Donc, dans les CAF, mais pas que, du coup, pour la sécurité sociale, c'est l'arrêt des suppressions de postes. C'est surtout ce que FO revendique, n'est-ce pas ? Donc, arrêt des suppressions de postes, des embauches massives en CDI, des outils et systèmes d'information qui fonctionnent pour qu'on puisse vraiment faire notre métier comme il se doit. L'arrêt de l'externalisation, également.
une augmentation significative de la valeur du point, comme disait Sydney, voilà, 3,5. C'est pas suffisant, mais on se bagarre pour. L'arrêt des fusions entre CEPAM et CAF et également les mutualisations. L'attribution des 183 € du Ségur de la santé pour les travailleurs sociaux. Et enfin, il n'y a pas que, mais l'abrogation voilà, des codes, donc des conventions d'objectifs et de gestion. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez bien compté, sur les 4 principales branches qu'on disait du régime général de la sécurité sociale, il nous en manque une. Alors on a décidé de mettre la vieillesse en dernier. Alors, pour deux raisons. Parce que forcément, c'est de par le cycle de la vie, la dernière branche à laquelle on est censé avoir affaire. Et puis, parce que juste après, Philippe Guillet viendra nous parler de la complémentaire retraite. Et pour nous en parler, nous accueillons Stéphane Lalin et Thomas Morel, tous deux techniciens conseillers retraite. Bonsoir à tous. Donc un petit point d'histoire pour commencer. Donc ça, ce serait plus du fonctionnement et un rappel, mais comme tous les autres organismes de sécurité sociale, la CARSAT est donc un organisme de droit privé gérant une mission de service public. Donc, nous sommes ni fonctionnaires ni assimilés, comme les autres collègues. Donc créé en 1945 sous l'appellation CRAM, les caisses régionales d'assurance maladie, chargées de gérer l'assurance vieillesse et la santé au travail, les CRAM sont devenus CARSAT en 2010, suite au transfert des missions relevant de l'assurance maladie au CARSAT. Donc, le réseau CARSAT est constitué d'une caisse nationale et de 16 caisses régionales. Et pour la région Rhône-Alpes, on a 16 agences et 31 points d'accueil. 4 missions principales au niveau des CARSAT. Donc, suivre la carrière de chaque assuré, préparer son passage à la retraite, assurer le suivi des paiements, favoriser le bien vieillir, notamment au travers du service d'action sociale, accompagner les entreprises en matière de santé au travail, notamment avec de la prévention. Au niveau donc des moyens, au national, eh bien, donc on a environ 14 700 000 retraités pour 14 439 salariés. Et donc nous servons environ 144 milliards de prestations. Et en région, pour Rhône-Alpes, eh ben, on a 146 000 retraités pour 1 680 salariés. 1 460 000 retraités. Et pour un service de 13,7 milliards de prestations sur Rhône-Alpes. On a axé notre présentation sur notre cœur de métier, parce que nous venons, Stéphane et moi, de la branche retraite. Donc on n'oublie pas quand même nos collègues de la CARSAT, des services action sociale, tarification, prévention, carrière, déclaration annuelle des salaires, juridique, et j'en passe. Donc la réalité en région, c'est quoi? C'est les 8 départements Rhône-Alpes. Notre cœur de métier, c'est instruire les services des prestations vieillesse, à savoir les retraites personnelles, des retraites de réversion, retraites progressives, et l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Pour assurer donc cette instruction et ce service des différentes prestations, nous comptons sur 840 salariés dédiés au traitement de ces pensions, dont 53% de ces salariés sont affectés à la production. Alors, un accueil uniquement sur rendez-vous depuis le Covid, malheureusement, par le biais du téléphone et du 3960, et nous incitons, nous orientons le plus fréquemment possible les assurés à faire leur démarche sur Internet en tapant, en composant le www.assuranceretraite.fr ou en se connectant sur le site de France Connect. C'est de nos missions, même si nous aimons notre métier, que nous le faisons depuis combien de temps, Stéphane? 10 ans, moins 20 ans bientôt. Malheureusement, nous avons beaucoup de problèmes, notamment des problèmes de ressources humaines. La complexité grandissante de la formation, grandissante et des formations insuffisantes, parce que maintenant, ce ne sont plus de véritables formations, il n'y a plus de formateurs qui se déplacent et qui vous expliquent le pourquoi du comment.
ce sont malheureusement des simulateurs. On nous oriente sur des process, des e-learning, où pour moi ce n'est plus des formations, mais plutôt une distillation d'informations. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'y a plus de formateurs, il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus de présence physique, c'est que du virtuel. Et voilà. En plus de ça, nous avons une informatique défaillante, où quasi quotidiennement les outils informatiques plantent. Donc de ce fait, en plantant, malheureusement, on ne peut plus poursuivre et traiter les dossiers. La qualité de ce fait rendue à l'assuré dégradée, la qualité de vie de travail l'est également. Alors notre quotidien, en plus de notre cœur de métier, parce qu'on a axé notre déroulé, notre descriptif sur la branche retraite, nous constatons des dysfonctionnements à l'interne, donc en termes d'organisation de formation et d'outils informatiques, des dysfonctionnements en externe, en termes de communication avec les autres organismes, et l'intégration en dernier lieu de nos collègues du SSI. Moi, celle-ci, je pense qu'elle n'a pas été bien réalisée, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Voilà. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une présentation assez succincte parce que nos collègues ont bien repris un petit peu l'historique des différentes branches et de la création de la sécurité sociale. Merci pour votre écoute. On a entendu les 4 branches principales du régime général et on a la chance aujourd'hui d'avoir la présence de Philippe Pillet, qui est vice-président et futur président de la CAPSA, qui est la Caisse de prévoyance de la sécurité sociale, qui est ex-président de la GIRC, avant la fusion, de l'ARCO, pardon, avant la fusion avec la GIRC, voilà, et ex également secrétaire confédéral en charge notamment des retraites. Voilà. Et donc il vient aujourd'hui nous parler, et puis au passage, ex aussi secrétaire général de notre union départementale du Rhône. Ça fait que beaucoup d'anciennes casquettes, d'anciens mandats. Voilà. Je laisse la parole à Philippe Pillet. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est ce qu'on appelle le privilège de l'âge. Hein. Mais quand on cumule trop les ex comme ça, on a besoin de se rappeler comment effectivement est fabriquée la retraite. Alors, très schématiquement, 3 étages dans le système de retraite des salariés du privé, le régime de sécurité sociale des camarades de la CARSAT, donc c'est CNAV CARSAT, le régime, les régimes complémentaires, c'est Agir Carco aujourd'hui, et puis il y a une tranche de capitalisation. Ce qu'il faut retenir, hein, c'est pratiquement 98%, c'est du régime obligatoire par répartition, et 2%, un peu plus de 2%, c'est du régime facultatif par capitalisation. Voilà, hein, donc très schématiquement, l'ordre de grandeur. La retraite des salariés, pour vous situer dans le paysage, on a donc la retraite de base, la retraite complémentaire, on vient d'en parler. Pour rappel, pour les salariés, même s'ils ne sont pas très nombreux, il ne faut pas les oublier quand même, il y a la mutualité sociale agricole. Schématiquement, c'est le monde agricole. Le crédit agricole fait partie du monde agricole. Expliquez-moi la différence entre un employé de banque du crédit agricole et du crédit lyonnais, je n'ai pas trouvé. Donc, ces deux-là font 85% de la retraite en France. Hein. Donc, ils ont le complément, c'est Agir Carco. Les agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, ils ont un complément versé par l'IRCANTEC. Et puis, par exemple, le personnel navigant, il y en a d'autres. Voilà, vous voyez, vous avez en dessous les différents régimes professionnels à statut particulier. Voilà, c'est évidemment très schématique, mais ça vous donne l'ensemble de ce qui se passe. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que pour ce qui nous concerne, on aura, parce qu'on pourra en parler après, on aura un morceau obligatoire dit de base et un morceau obligatoire dit complémentaire. Les personnes les salariés qui sont là, ils sont dans ce qu'on appelle des régimes intégrés.
C'est-à-dire que, pour faire court, ils n'ont pas 2 versements par mois, ils n'ont qu'un versement. Ça fait base et complémentaire. Alors, comment ça se travaille? Rapidement aussi, parce que tout le monde le sait. La retraite de base, c'est des cotisations donc, à l'assurance retraite. Il y a eu des termes très importants qui ont été employés. C'est un droit, c'est pas une assistance. Hein. C'est du droit. La retraite, on se la fabrique tout au long de sa vie. Hein. Donc voilà. Donc la retraite de base, la complémentaire, c'est une cotisation, des cotisations à l'Agirc Arrco pour tous les salariés du privé. Hein. Donc on vient de le voir. Là aussi, c'est un droit. On a eu des périodes, il a été évoqué la période Covid. Pendant le chômage partiel, il y a une particularité à l'Agirc Arrco, c'est que comme il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de rentrée d'argent. Mais le système, enfin le règlement fait par les interlocuteurs sociaux, hein, c'est-à-dire les trois organisations patronales représentatives et les 5 organisations de salariés représentatives, on a fabriqué un règlement, pour faire court. Quand il y a du chômage partiel, le régime ne perçoit pas de cotisation. En revanche, il continue à attribuer des droits. Il y a un écrêtement de 60 points. 60 points aujourd'hui. 60 points aujourd'hui, ça doit faire à peu près 70 euros. Quoi. Hein. C'est 70 euros par an, hein, c'est pas par mois. Hein. Voilà, retraite complémentaire. Évidemment, l'Agirc Arrco, c'est un organisme paritaire, piloté, géré par les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs. À ce titre-là, j'attire votre attention sur ce qui vient de se passer. Le gouvernement, dans la foulée de la réforme systémique voulue par Macron à partir de 2018, dans cette réforme systémique, il n'y avait plus qu'un régime, ce qui était un truc complètement délirant. Et cette réforme, donc on l'a évidemment combattue, on a argumenté et on a finalement obtenu qu'elle disparaisse, mais quand même, il faut vous rappeler quelque chose, c'est que cette réforme, elle est passée par un 49.3. Et que s'il n'y a pas un vrai sujet à un moment, alors pas que de la mobilisation, là je ne suis plus sur la mobilisation, mais comme le gouvernement ne savait plus par quel bout pouvoir se sortir de ce BINS, il s'est trouvé l'excuse du Covid et du confinement pour dire c'est pas le moment et on passe à autre chose. Sauf que ça continue. À coup de 49.3, les cotisations à Agirc Arrco vont être recouvrées dans un premier temps 2023 juste pour les grosses boîtes, je fais court, hein, et en 2024 pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait 15 ans en URSSAF, aujourd'hui le système d'information de l'URSSAF est incapable de traiter. Ce qui veut dire que, comme on travaille à l'Agirc Arrco, on reçoit la déclaration sociale nominative. Cette déclaration, elle est épluchée ligne de salarié par ligne de salarié. Vous avez tel revenu multiplié par le taux de cotisation, ça doit vous donner 40 points. On fait ça tous les mois pour les pratiquement 18 à 19 millions de salariés. Encore une fois, l'URSSAF, le recouvrement, ne sait pas faire. Il n'est évidemment pas question de prendre les camarades qui bossent là-dedans, ou même si ce n'est pas des camarades, les collègues qui bossent là-dedans, ce n'est pas de l'incompétence, c'est tout simplement, ils ne sont pas fabriqués pour ça. L'URSSAF sait reconnaître à la maille de l'établissement. J'image le plus vite possible. Vous travaillez dans une entreprise du Rhône qui a 2 établissements, un à Genève, un à Saint-Fond. Ces 2 établissements, l'URSSAF du Rhône, de Rhône-Alpes, la section lyonnaise de l'URSSAF Rhône-Alpes, reconnaît l'établissement de Genasse, reconnaît l'établissement de Saint-Fond, mais n'arrive pas à aller dans cet établissement pour savoir combien j'ai eu moi, combien a eu Xavier, combien... Voilà. C'est ça, le sujet, il est là. Ça veut dire que pour tous les actifs qui sont là, il va falloir que vous soyez particulièrement vigilants, au moins une fois par an, pour pouvoir être capable de recalculer vos points. Parce que des points qui disparaissent, c'est fini. Hein. Et là, c'est pas, encore une fois, c'est pas une méchanceté vis-à-vis de l'assurance maladie, mais l'assurance maladie,
elle ne le fait pas, mais elle pourrait, on imagine, elle peut vous louper un remboursement de 25 balles chez le to-be. Si vous manque 300 points, c'est 300 points par 1,28, vous ne les verrez plus jamais de votre vie. Hein. C'est assez fondamental. Alors, c'est quand même passé à coup de 49.3, c'est la haute fonction publique qui est derrière cette affaire-là. Et pourquoi elle est derrière cette affaire-là? Parce que le premier étage de la fusée du système Macron, c'est piquer le pognon de l'Agirc Arrco. L'Agirc Arrco, aujourd'hui, a grosso modo 86 milliards entre les réserves et la trésorerie. Ces 86 milliards, évidemment, l'État est intéressé pour pouvoir en bénéficier, enfin, pour pouvoir s'en servir comme il voudra s'en servir, quoi. Donc là, c'est une vraie bagarre. Alors, j'ai mis ça parce que l'Agirc Arrco se cale sur la réglementation du régime obligatoire. Dans le régime obligatoire, vous avez deux paramètres. L'âge légal. L'âge légal, il était jusqu'en 2011, il était de 60 ans. Et au fur et à mesure qu'on est passé, à partir de 2015, à partir de 2017, je vais y arriver, il est passé à 62 ans. Ça, c'est l'âge légal. Pour avoir une retraite complète de base, il vous faut avoir l'âge légal et le nombre de trimestres. On verra le truc d'après. Si vous n'avez pas à l'âge légal, aujourd'hui, si à 62 ans, vous n'avez pas de nombre de trimestres requis, il faut que vous attendiez entre 62 et 67. S'il vous manque 4 trimestres à 62 ans, à 63 ans, vous aurez l'âge légal qui vous correspondra et vous aurez surtout ce qu'on appelle l'âge du taux plein. À partir de ce moment-là, l'Agirc Arrco disait condition du taux plein rempli, tu as 10 000 points, je te paye 10 000 points. L'accord de 2015 signé par la CFDT, la CFTC et la CGC, l'accord de 2015 dit quand on arrive à l'âge du taux plein, aux conditions du taux plein, si, on va reprendre quelqu'un qui a 62 ans, a le nombre de trimestres qui correspond à son année de naissance, si tu pars à ce moment-là, si je te dois 10 000 points à l'Agirc Arrco, pendant 3 ans, je vais t'en servir 9 000. Et la 4e année, tu auras tes 10 000. Voilà. C'est ça le régime aujourd'hui. C'est ce qui a justifié, par rapport à la Confédération, le fait qu'on arrête d'être président de l'Arrco parce qu'on ne voulait pas servir une telle truc. Et évidemment, aujourd'hui, la présidence de l'Agirc Arrco est détenue par la CFDT. Entre ça et ça, on a aujourd'hui, vous voyez dans les médias, l'âge moyen de départ à la retraite. Le mot m'énerve, enfin le terme m'énerve. Sachez que dans le privé, il y a grosso modo 40% des personnes qui font liquider leur pension, comme on dit, qui ne sont plus sur le marché du travail. Ils sont en maladie, au chômage, ou ils sont au minima, à ce qu'on appelle la SS, allocation spécifique de solidarité, c'est grosso modo 500 € par mois. Donc eux, par exemple, dès qu'ils arrivent aux conditions du temps plein, il faut liquider, et bien l'Agirc Arrco leur en remet encore un coup en leur servant que 90% pendant 3 ans. Ça s'appelle le progrès social selon la CFDT. Et donc l'âge de départ, comme on dit dans la presse, l'âge de départ aujourd'hui, il doit être autour de 63 et quelques. Et donc à chaque fois que vous allez dans un ministère, on vous dit, mais vous les syndicats, vous êtes de mauvaise foi, l'âge, vous gueulez contre les... Enfin, ils ne disent pas vous gueulez, hein, mais vous gueulez contre les 62 ans, mais l'âge moyen aujourd'hui, c'est 63,5. Pourquoi l'âge moyen, c'est 63,5? Parce que, plus particulièrement, les carrières féminines, elles n'ont pas le nombre de trimestres à 62 ans. Vous avez énormément de femmes qui attendent jusqu'à 67 ans pour n'avoir que la proportionnelle. S'il vous faut, je prends des chiffres basiques, hein, s'il vous faut 200 trimestres, ce qui est faux, hein, ça ne va pas jusque-là, mais s'il vous faut 200 trimestres, si vous partez à 62 ans, vous en avez que 150, vous aurez déjà 150 sur 200, vous n'aurez que 3/4, plus un abattement en pourcentage de ce résultat-là. Il y a 2 lames.
Si vous ne voulez, enfin, si vous avez la possibilité d'attendre une seule lame, vous attendez là, et là, à 67 ans, si vous avez 150 trimestres et qu'on vous en demande 200, vous aurez 3/4 de votre droit, mais qui ne sera pas en plus amputé. C'est ça, c'est pour ça que la moyenne, elle est aussi haute. Voilà, très schématiquement, les durées, les voilà, oui, je savais bien que ce n'était pas 200. Les durées, à partir de l'année d'année de naissance de 73, c'est 172 trimestres, ce qui fait 43 ans. Sachez que statistiquement, et ça c'est le l'INSEE qui le sort, statistiquement, la génération 1974, à qui on va demander 43 ans, cette génération, elle commence à avoir une année de cotisation totale, c'est-à-dire 4 trimestres à ses 24 ans. C'est une moyenne évidemment. Donc 24 et 43, vous faites le calcul, même avec Macron, ça ne fera jamais 62. Donc voilà, très, très schématiquement et très rapidement, la bagarre qui se joue aujourd'hui sur la réforme, si j'ai quelques instants, la bagarre qui se joue aujourd'hui relève de la même hypocrisie que la bagarre qu'on vient qu'on a terminée ou qui s'est terminée à cause du Covid. Quand le Covid arrive, on a, nous, confédéralement, vous avez donné des coups de main dans toutes les mobilisations, mais on s'est battu contre cette réforme dite systémique, pour tout un tas de raisons, parce que cette réforme systémique, c'était pas écrit comme ça, mais quand on connaissait un peu le dossier et qu'on décortiquait les chiffres, ce 172, il passait à 176, à 180 et à 184. Ça montait gentiment jusqu'à 45 ans. Voilà. Donc ça doit faire même un peu, ça fait les 180. Donc il y avait déjà ça, et l'âge légal dans la fameuse réforme de Macron, il n'y a plus besoin d'y toucher à l'âge légal. Quand on vous demande 180 trimestres, c'est-à-dire 45 ans de cotisation à 62 ans, vous en trouverez, mais vous allez en trouver par an, à la louche, il y a à peu près 700 000 dossiers liquidés pour le privé. Sur 700 000, vous en trouverez peut-être 10 000 qui ont commencé, alors avec 43 ans, parce qu'avec 45 ans, c'est plus possible, puisque l'école est obligatoire depuis un bon moment, et donc ça bloque. Voilà, très, très mécaniquement, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez vu que le gouvernement donc, il y a des rounds de concertation, le BINS recommence. La retraite, moi je vais vous l'expliquer encore un peu plus simplement que ça, il y a 3 paramètres sur la retraite par répartition. Vous avez vous avez les conditions d'âge, je viens d'en parler très longuement, vous avez les conditions de ressources et les conditions de prestations. Quand vous avez un exécutif qui dit « je ne toucherai pas aux pensions », ce qui est plutôt sympa pour le fond de la salle, et qui dit aussi « je ne toucherai pas aux cotisations », eh ben, il prend le reste des gens pour des imbéciles, et d'habitude j'écris ça avec un C, parce qu'il ne reste que les mesures d'âge. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre solution que les mesures d'âge. Quand on rentre dans cette mécanique-là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien, mais soit on remet un peu d'essence dans la machine, donc on remet de la cotisation, soit, ce que personne n'envisage, on diminue les pensions, c'est clair, et donc après, il reste les mesures d'âge. Voilà, très très schématiquement, je crois que j'avais arrêté là pour mon truc, et je pense que j'ai dû faire peut-être un peu trop, pardon. Un peu plus long, mais extrêmement intéressant, et on sait maintenant, on le savait déjà un petit peu, mais on en sait un petit peu plus, à quelle sauce on risque encore d'être mangé et quel combat nous attend demain face à cette énième, que je qualifierais de contre-réforme des retraites, pas réforme, contre-réforme. Une réforme est censée améliorer les choses, là ce n'est visiblement pas du tout le cas. Il nous reste une intervention, et pas des moindres, puisque nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Laurent Weber, qui est descendu de la région parisienne. C'est une chance. Oh, si. Donc le secrétaire général de la section fédérale des organismes sociaux,
à l'issue, pourquoi le choix de finir par le rang, c'est effectivement, on nous a présenté aujourd'hui branche par branche et aussi au niveau de la GIR-Carco une vision un peu plus départementale, voire régionale, et d'avoir une vision et des constats au niveau national. Laurent. Bien. Merci Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si c'est une chance que je sois là pour vous ou pas, parce que ce que j'ai à vous expliquer, à vous raconter, c'est pas forcément joyeux, puisque les camarades qui m'ont précédé ont effectivement donné l'ensemble des éléments, présenté la sécurité sociale, ce formidable acquis qui couvre, je dirais, tout le monde, qui concerne tout le monde et qui nous accompagne tout au long de la vie. Sauf qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est en grand danger parce qu'il y a une offensive gigantesque qui est en train de s'opérer pour, je dirais, la remettre en cause. Et j'ai essayé de vous donner un certain nombre d'éléments pour le démontrer, même si vous vous en doutez. Puisque aujourd'hui, dans les organismes de sécurité sociale, règne un grand chaos. Et je dis bien chaos. Et c'est pas, je pense, exagéré. Et ça, c'est dans l'ensemble des organismes, dans l'ensemble des branches et dans l'ensemble des régions. C'est-à-dire, alors après on peut trouver évidemment une petite différence entre l'Ardèche et puis la Seine-Saint-Denis, évidemment. Bon. Mais globalement, vous avez une situation de chaos qui s'illustre par le fait que dans l'assurance maladie, les indemnités journalières, qui sont pour certains l'unique ressource, doivent attendre pendant plusieurs mois pour les obtenir. Vous avez dans les CARSAT des retraités, enfin des jeunes retraités qui sont partis à la retraite, qui attendent des mois pour pouvoir toucher leur première pension. Vous avez dans les allocations familiales, pareil, hein, la camarade a expliqué, hein, y a des personnes qui, je dirais, s'ils n'ont pas les allocations familiales, ne peuvent pas vivre, qui attendent aussi pendant des mois, ou des erreurs et tout ça. Et c'est-à-dire que si on prend l'ensemble, je dirais, de ces choses-là, on le constate. Il y a quelque temps, le directeur général de la CNAM, Fatome, on était en réunion, et juste avant la réunion, on s'était rendu compte que les réclamations dans les caisses avaient baissé tout d'un coup. On passait des milliers de réclamations à quelques-unes. Donc on l'a interrogé, en lui disant, mais qu'est-ce qui se passe? Une caisse, alors en plus c'était au mois de septembre, il y avait les vacances avant. Bon. Et il nous dit, on a archivé les réclamations. En réalité, archiver, ça veut dire détruire les réclamations. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il indiquait qu'il y en avait tellement qu'ils ne seraient pas en mesure de les traiter. Et donc, à partir de là, le plus simple, c'était de les détruire. Et puis, pour les cas les plus graves, de toute façon, les assurés, ils allaient réitérer. Vous avez, par exemple, là, appris récemment, alors c'est peut-être le cas ailleurs, hein, je ne sais pas, la CARSAT des Pays de Loire va fermer pendant 15 jours tous les accueils téléphoniques, physiques et tout, pour, comme ils disent, diminuer le stock. Et donc, à travers ces exemples, on voit effectivement que c'est le chaos, parce que je ne vois pas quel autre mot trouver quand vous avez des milliers de personnes qui attendent leurs droits et qui ne l'ont pas. Effectivement, c'est une situation de chaos. Alors, pourquoi il y a ce chaos? Tout simplement parce que les camarades l'ont indiqué. Il y a un certain nombre, effectivement, de problèmes informatiques divers et variés. Parce qu'en général, ils lancent un truc, ça ne marche pas, au lieu d'arrêter et puis dire, bon, on va voir, non, on continue. Ce qui fait qu'effectivement, et là c'est commun à toutes les branches, l'informatique, passez-moi l'expression, ça déconne à plein tube. Bon. Mais l'autre raison, c'est le manque d'effectifs. Le manque d'effectifs. Mais quand vous dites ça au directeur des caisses nationales, eux, ils vous expliquent que non, pas du tout, notamment le directeur de la CNAM, dit non, pas du tout, les effectifs sont suffisants pour traiter. Donc vous avez d'un côté, effectivement, ce chaos gigantesque. Nous, on dit, il manque des effectifs, et ils nous disent, pas du tout. Bon.
effectivement donc des effectifs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des organismes qui sont à 10 ou 15% de CDD en permanence, qui se relaient, et depuis des mois et des mois et des mois et des mois. Donc quand vous avez cette situation, c'est effectivement qu'il y a un problème. Bon. Vous avez des HS. Alors Mylène en a parlé. Les HS, jusqu'à présent, c'était dans les CAF. Très régulièrement, ça fait des mois et des mois que ça dure. Et des fois obligatoire. Bah maintenant, c'est dans les CEPAM. Régulièrement, il y a des HS. Donc quand vous avez des HS régulièrement dans les organismes, c'est bien qu'il manque du personnel. Je ne sais pas comment ça s'appelle autrement. Mais comme ils ont maintenant du mal à trouver des CDD, ils ont même recours à l'intérim. C'est-à-dire que vous avez des personnes intérimaires dans les organismes de sécurité sociale. Alors on n'est pas pour les CDD, bien évidemment. Sauf que les CDD, il est sous convention collective de la sécurité sociale. L'intérimaire, lui, il bosse à la Sécu comme il bosserait ailleurs et tout ça. Alors on n'a rien contre les intérimaires, bien évidemment. C'est pas le problème. Mais c'est quand même la sécurité sociale, avec des données, je dirais, confidentielles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bon. On a donc cette situation dans l'ensemble des organismes. On nous dit que tout ça, ça va très bien. Ça a des conséquences, bien évidemment, sur le personnel. Parce que ça a eu des dégradations des conditions de travail, des remises en cause des droits. Par exemple, dans la Sécu, on a le temps partiel, l'agent peut demander du temps partiel. En règle générale, le temps partiel est toujours accordé. Aujourd'hui, il y a des organismes où, si vous n'avez plus d'enfants en âge scolaire, on vous refuse votre temps partiel. Eh ouais, parce qu'il faut trouver des effectifs. Dans des organismes, on remet en cause les protocoles des horaires variables, pour essayer de gratter un peu de temps. On remet en cause des usages. Ici ou là, il y a, dans les caisses, ça existe, on a une demi-journée pour, par exemple, tiens, bientôt c'est Noël, je sais qu'en région parisienne, on a une demi-journée pour accompagner les enfants au spectacle organisé par le CSE. Bon bah, tout ce genre de choses qui existent ici ou là, on les attaque. Bon, tout ça pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils grattent du temps de travail, mais sans embaucher. Alors, quand on fait ce constat, on pourrait se dire, bon, on va arrêter tout ça, on va embaucher, on va remédier à cette situation. Mais pas du tout. Pas du tout, puisque l'année dernière, au mois d'avril, il ne faut pas le perdre de vue, les ministres de l'époque, qui étaient Véran, Dussopt et celui des retraites, là, enfin le secrétaire d'État, je ne me rappelle jamais de son nom. Là. Voilà, merci Philippe. Bien, ils ont fait une lettre de mission pour préparer les COG, les fameuses COG. Effectivement, ça a été expliqué par les camarades avant moi, hein, qui sont des contrats, des conventions passées entre les caisses nationales et l'État pour ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis les moyens pour faire ce qu'il y a à faire. Bien. Eh bien, cette lettre de mission, qui cadre aujourd'hui les COG, parce que c'est là-dessus, et sur cette base que les COG sont élaborés, puisque c'est en ce moment qu'ils sont en train de discuter, eh bien, la lettre de mission de ces trois ministres, elle existe toujours. Même s'ils ne sont plus dans ces mêmes postes, c'était on poursuit les économies, on continue à réduire les effectifs, on va vers la fusion des CAF et des CEPAM. C'est marqué dedans noir sur blanc, et ce n'est pas non plus une vision de l'esprit, puisque depuis le 1er avril, dans le département des Hautes-Alpes, ils ont fusionné la CAF et la CEPAM. On va dire que c'est un petit département très rural et tout ça, enfin... Sérieusement, il ne faut pas tomber de la dernière pluie. On sait très bien que s'ils font dans les Hautes-Alpes, après il y en aura un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, puisque c'est écrit. Donc ils ne vont pas commencer tout d'un coup, mais c'est la fusion, les mutualisations, la remise en cause des accueils, avec effectivement cette grande escroquerie là, sur France Service, un accueil France Service, où effectivement, soi-disant, on va trouver de tout. Sauf que l'assuré ou le pensionné ou le futur pensionné et tout ça, bon, il aura peut-être des renseignements d'ordre généraux, mais il n'aura pas à faire un technicien CAF ou un technicien maladie ou un technicien de la CARSAT pour lui expliquer son dossier et tout ça, le décortiquer. Il n'aura pas ça. Donc ça, effectivement, on le remet en cause. Alors, quand on met tout ça bout à bout, on se dit, il y a quand même un problème. Et puis... vous avez aussi
la stratégie immobilière dans les coges. Et alors là, le télétravail, ça tombe à point. Ah, c'est super ce truc-là. Et les directeurs disent tous, bah, vous comprenez, on a des locaux pour loger 1000 personnes, il y en a 500 qui sont là, mais on ne va pas garder les locaux pour loger 1000 personnes. Donc on va réduire les locaux. Ça tombe à pic. Et là, on voit effectivement à quoi ça sert. Aussi. Et puis, il y a aussi ce que Philippe a évoqué, hein, par rapport aux retraites. Mais vous avez aussi dans cette lettre de mission la convergence des conventions collectives, des 3 conventions du régime général avec celles du régime agricole. Mais si on fait converger les conventions du régime général avec celles du régime agricole, bah, le régime agricole, il devient quoi? Bah, il va forcément rentrer dans un grand bazar. Bon. Donc cette lettre de mission, elle est là. Et elle porte effectivement en son sein des objectifs réels de destruction, de remise en cause de la sécurité sociale. Et donc la question qui se trouve posée, c'est effectivement, mais pourquoi font-ils ça? Ils savent très bien. Et tout simplement parce que la sécurité sociale, ils n'en ont jamais voulu. Quand je dis ils n'en ont jamais voulu, c'est le patronat, c'est les différents gouvernements qui se sont succédés. Parce que la sécurité sociale, alors, Xavier, je lui ai dit tout à l'heure, il est parti. Bon, alors, il dit le Conseil national de la résistance. Bon, sauf que dans le Conseil national de la résistance, c'est vrai, c'est évoqué, mais c'est une ligne. En réalité, la sécurité sociale, alors, les communistes, ils disent c'est Ambroise Croizat, les gaullistes, ils disent c'est Pierre Laroque, d'autres disent c'est De Gaulle. Non. La sécurité sociale, c'est le produit du combat syndical, du mouvement ouvrier, mené pendant des années, des années, des années, avec un homme important, je dirais, qu'on ne parle jamais, mais c'est lui, on l'a dit, il y a un bouquin sur lui, le père de la sécurité sociale, qui est Georges Buisson, qui était un militant syndicaliste, donc de la CGT, puisqu'à l'époque, il n'y avait que la CGT, qui a effectivement, avec ses camarades, et notamment ensuite pendant la guerre, avec les camarades de résistance ouvrière, c'est-à-dire que les camarades qui ont ensuite fait Force ouvrière. C'est pour ça que la place dans la Sécu de Force ouvrière, elle est importante. L'histoire de la Sécu, c'est ça. Et elle a été le produit d'un combat syndical mené pendant des années, des années, des années, des années, pour aboutir effectivement en 1945 à sa constitution, à sa mise en place, parce qu'il y avait un rapport de force important qui a permis de l'arracher. Et donc, à partir de là, la Sécu, c'est le produit d'un combat. Ce combat, à un moment donné, le rapport de force a permis de mettre ce formidable système en place. Et tout au long, depuis ces années, ils ont essayé d'y porter des coups. Alors, je ne vais pas reprendre tous les coups. Mais les camarades, effectivement, ils ont dit 67. Bah, 67, c'était les ordonnances de 1967, qui étaient, je dirais, le premier grand coup contre la Sécu, même s'il y en a eu d'autres avant, pour exploser la Sécu en 4 branches. Et ce qu'il faut savoir, quand on dit la convention collective et le personnel et tout, si effectivement l'unité de la Sécu, aujourd'hui, elle est matérialisée par notre convention collective. Parce qu'à l'époque, on a dit, bah, la convention collective des employés cadres, on avait tous la même convention, vous faites des branches. Et comment on fait? Et donc du coup, ensuite, il y a l'UCANS qui a été créé, et c'est vrai que de cette façon-là, si vous voulez, l'unité de la sécurité sociale est matérialisée à travers notre convention collective. Bien. Le deuxième grand coup contre la Sécu, ça a été les ordonnances Juppé. Parce qu'effectivement, là, eh bien, on met la sécurité sociale sur le budget de l'État, sous, je dirais, décision de l'Assemblée nationale. C'est donc plus, je dirais, les représentants des assurés et du patronat qui discutent et tout, et qui font les choses, c'est maintenant l'État qui met la main. Il veut mettre la main parce qu'effectivement, la sécurité sociale, malgré tous les coûts qui lui ont été portés, elle est encore basée sur le principe on reçoit en fonction de ses besoins. Si on a besoin d'aller voir le médecin le lundi, bah on va le voir, on est remboursé. Il nous donne un traitement. Et puis si 3 jours après le traitement il est inefficace et tout, on retourne voir le médecin qui nous donne un autre traitement, on sera encore remboursé. Sauf que ça, ce principe, il est contraire, je dirais, au système des enveloppes fermées, au système des budgets, au système capitaliste. Parce que la sécurité sociale, comme le camarade de l'URSSAF l'a indiqué, c'est effectivement
les cotisations qui rentrent et qui sortent sous forme de prestations diverses et variées. Mais il n'y a rien qui rentre dans le circuit, je dirais, financier. Il n'y a rien qui fait des bénéfices au sens du système capitaliste avec les actions et tout, on en parle beaucoup en ce moment, Total et tout ça. C'est pas comme ça la Sécu. Sauf que c'est un budget qui est supérieur à celui de l'État. Et donc au même titre que sur l'ARCO et la GIRC, bah, ils ziotent en disant que si on pouvait piquer ça, et bah, la Sécu, maintenant, faut en finir. Et c'est pas simplement, je dirais, parce que je suis un oiseau de mauvais augure, mais malheureusement, ces dernières années, vous avez des mesures extrêmement importantes qui ont été prises contre la Sécu. Par exemple, la suppression de la cotisation maladie. Bon, quand on dit la Sécu, elle est à nous. Elle est à nous pourquoi? Parce qu'il y a nos cotises et c'est nos droits. On ne cotise plus. Et c'est la CSG. La CSG, c'est l'impôt. Sauf que l'impôt, il ne donne pas de droit. Hein. On a le droit de payer les impôts, mais on n'a pas le droit en contrepartie. C'est l'État qui décide en fonction des orientations et tout ça. Bien. Donc, vous avez cette mesure. Et puis, vous avez aussi, là, je viens à l'actualité, il y a l'histoire, effectivement, de ce qu'a expliqué Philippe sur l'ARCO, la GIRC et tout ça. Mais là, c'est une étape pour aller vers la fusion du recouvrement social et fiscal. Parce que l'objectif, c'est effectivement que les URSSAF reprennent toutes les cotisations de la protection sociale, y compris Pôle emploi, tout ça et tout. Et puis après, on fusionne les deux. Et ça, c'est Édouard Philippe, hein, il avait fait une grande conférence, tout ça, mais c'est pas... Alors, on n'en parle pas, là. Et les personnes qui élaborent tout ça, ils ont un objectif. Et donc, effectivement, à partir du moment où on met tout ça en place, eh bien, on va vers directement un budget de la Sécu dans le cadre de l'État. Ça sera une ligne budgétaire, au même titre qu'il y a une ligne pour ceci, pour cela et tout ça. Et puis, le gouvernement, il décidera, cette année, tiens, la Sécu, on va mettre tant, pour l'armée, on va mettre tant, l'éducation, on va mettre tant, au même titre que ça. Et donc, c'est la remise en cause des droits, forcément, puisque c'est le budget qui déterminera et tout ça. Bon. Donc, on est effectivement face à cette situation. Et dans le PLFSS 2023, là, il y a un petit truc aussi dont personne ne parle. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais qui est quand même fondamental, parce que c'est vrai, on a l'impression. Ils ont décidé, comme la famille, ils avaient beaucoup de sous, tiens, on va en donner un peu à la maladie. Et donc, on va... la famille, en fait, va transférer 2 milliards d'euros à la branche maladie pour payer les IJ maternité post-natale. Alors, un bidouillage et tout ça. Bon. Mais là, effectivement, on dit, c'est des jeux budgétaires et tout. Non, non, c'est pas des jeux budgétaires. Parce que contrairement au budget de l'État, où vous avez une somme globale qui est répartie, la Sécu, vous avez des cotises qui sont fléchées vers les différents postes et tout ça. Et c'est cette situation. Alors, voilà, pour pas être trop long, je dirais, sur la question de temps imparti, mais terminer quand même sur le fait, c'est dire, mais comment on peut les arrêter, comment on peut faire, et tout ça. Bon, il n'y a pas 36 solutions. C'est de continuer à résister, à se bagarrer, parce que c'est vrai que l'histoire de l'ACO et la GIRC et tout, c'était pas gagné. Hein. Si on n'avait rien dit, notamment la Confédération FO au début, n'avait rien dit, ça passait comme une lettre à la poste, cette affaire. Sauf qu'il y a eu la bagarre au début, machin, et puis là, c'était chose inédite, vous avez toutes les confédérations, y compris les représentants des patrons, qui ont fait une lettre à... C'était... Je ne sais plus qui c'était le Premier ministre, là, je suis un peu... Enfin, au Premier ministre, pour lui dire, faut différer, quoi. Alors, FO dit, bon, faut abandonner, sauf que là, c'était un truc de compromis, mais c'est inhabituel. Alors, bien sûr, c'est pas pour les mêmes raisons. Sauf que, y compris les patrons, ils se disent, c'est notre pognon aussi, ça, c'est... Même si c'est le nôtre, mais bon, eux, ils pensent aussi comme ça. Donc, effectivement, il y a des petits grains de sable. Parce que pour avancer jusqu'au bout, il faut qu'ils en passent par là. Et le fait, on n'a pas gagné, le fait de les ralentir, c'est toujours ça de prix. Bon. Et puis, il y a bien évidemment aussi le combat des employés et cadres dans la sécurité sociale. Parce que, bien sûr, dans la sécurité sociale, quand on fait grève pour défendre nos revendications. Mais en défendant nos revendications, on défend aussi l'institution, on défend le droit
des assurés. Quand on se bagarre contre la fermeture d'un centre, quand on se bagarre pour avoir des effectifs, quand on se bagarre pour avoir la réouverture d'un accueil, par exemple, et là on va se bagarrer, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais dans la COG, ce qu'ils veulent faire, c'est transférer les centres de santé, Marana en parlait, vers les UGCAM, qui sont dans les CEPAM. Alors, je ne sais pas si la CEPAM du Rhône, vous en avez, mais parce qu'il y a 20 CEPAM qui sont concernés. Mais ça, c'est une drôle d'affaire. Parce que, on nous dit, ouais, hein? Je disais qu'on en avait. Ah, ça parle. D'accord, ok. C'est la télé qui te parle. Bon, c'est la télé qui parle. Je disais d'où ça vient. Bon, bref. Oui, bah, on va revenir dessus, bien évidemment. Hein, mais là aussi, c'est un transfert. Alors, ils disent, ouais, c'est le contrat de travail, c'est la même convention, tout ça, et tout, patati patala. Bon, sauf que la différence importante, c'est que dans la CEPAM, la plupart des centres de santé, ils sont déficitaires. En tout cas, moi je connais bien ceux de Paris, c'est déficitaire. Sauf que c'est régi par la CNAM et tout, ils donnent des sous pour équilibrer. Si vous passez sur le GICAM, là c'est l'ARS. Et l'ARS, il ne fonctionne pas comme ça. Hein. L'ARS, il faut que ça soit équilibré. Donc quand ils vont arriver, alors ils disent c'est pour renforcer le rôle des UGCAM. Oui, c'est pour affaiblir les UGCAM. Donc si vous voulez, il y a tous ces éléments. Et j'en étais sur les revendications. Et quand on va se bagarrer, même si c'est une bagarre difficile, quand on va défendre le maintien des centres de santé, bien sûr, et d'ailleurs dans cette affaire, les agents à cette étape, théoriquement, ils ne vont pas bouger. Mais les conséquences, ça va être pour les assurés. Donc c'est ce lien qu'il y a toujours entre les revendications du personnel et la défense de l'institution, des assurés, le rôle et tout ça. Et puis je pense qu'il doit nous donner aussi espoir, c'est ce qui s'est passé en Corse. Et on en discutait justement il y a une dizaine de jours à la CE fédérale. Parce que, vous savez, c'est vrai d'ailleurs dans la Sécu, puis aussi à l'interprofessionnel, hein, on nous balade, on nous dit, voilà, on va faire une journée, puis après on va faire une deuxième, et puis voilà. Et nous, on nous dit, on va faire une heure de grève, puis une demi-journée, puis après une journée, tout ça. Bon, on n'arrête jamais rien gagné. Sauf que ce qui s'est passé en Corse, à la CEPAM de Corse, les collègues, ils ont décidé, ils ont fait leur cahier, ils ont dit, maintenant ça suffit, on y va. Ils ont fait une journée. Ça allait pas. Ils ont conduit une deuxième journée. Ça allait toujours pas. Ils ont conduit une troisième journée. La CNAM a bougé. Elle a été obligée d'envoyer quelqu'un. Ils ont continué la quatrième journée. Et au bout du compte, ils ont obtenu satisfaction à toute une série de revendications. Et notamment, la réouverture, c'était dans leurs revendications, des accueils comme c'était avant, je dirais, le Covid. Bon. Et c'est ça qui est intéressant. D'une part, vous avez effectivement ce combat qui démontre effectivement que ce n'est pas par des heures de grève à répétition pendant des années et des années, mais que effectivement c'est la question qui se pose, c'est peut-être par là qu'il faut en arriver. Sur la question de la Sécu, sur la question des revendications de la Sécu, mais sur l'ensemble des questions, et notamment la question de la retraite. Hein. Et la Confédération, elle a raison. Elle a raison, comme en 2019, hein, parce que le produit, effectivement, il y a 2019, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon. Donc, bien évidemment, c'est très bien qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts et tout, c'est ce qu'on a discuté à la CA, bien sûr. Mais c'est de ça qu'il faut qu'on discute. C'est de ça qu'il faut qu'on discute, avec tous les problèmes qui se trouvent posés, pour essayer, effectivement, de rassembler le personnel dans les organismes, et plus largement, je dirais, en interprofessionnel sur toutes les différentes revendications, parce que là, ce soir, on est sur la question de la Sécu. Enfin, vous prenez toutes les, je dirais, la situation partout, c'est la remise en cause des droits, des acquis des salariés. Et c'est par ce combat, effectivement, qu'on pourra arriver à les faire reculer. C'est la question de la construction du rapport de force ensemble et tout ça. Voilà. J'étais un peu long, mais c'était compliqué de faire un peu.